Bonjour tout le monde, merci de nous suivre et de nous retrouver pour ce nouveau totem, dédié sur le Green IT. On va rentrer un peu plus en détail, sur cette thématique. Avant tout, je voulais, prendre la parole donc, simplement pour rappeler, la démarche de ce totem que nous organisons donc avec le hub de BPI France. Donc je suis directeur du hub de BPI. On a pour mission d'accompagner les startups dans l'innovation dans lesquelles nous avons investi. Donc à chaque fois qu'il y a un nouvel investissement qui est réalisé, nous passons beaucoup de temps de manière opérationnelle pour les aider à atteindre leurs objectifs. Et parallèlement, on travaille aussi sur des sujets inspirationnels, des sujets de demain, pour essayer un petit peu de voir comment l'environnement, l'écosystème se construit et se construira plus tard sur différents sujets. Aujourd'hui, donc le Green IT. Le Green IT, qu'est-ce que c'est? On a un petit peu une phrase un peu synthétique qui dit que ce sont les technologies qui visent à réduire l'empreinte environnementale dans les technos d'information et de communication. Donc, pour illustrer ça et un petit peu nourrir tout ce qu'on met derrière, puisque c'est un sujet qui est important pour nous, pourquoi je le précise, c'est parce que BPI France, on a la volonté en tout cas et l'ambition sur les années à venir et pour cette année d'être appelé un peu la banque du climat. Pas un peu d'ailleurs, clairement, pleinement la banque du climat. Et donc la banque du climat, c'est donc tous les enjeux d'impact qui sont des enjeux sur lesquels nous travaillons. Et finalement, le Green IT est une catégorie de l'impact. Et donc, c'est nécessaire de prendre le temps de réfléchir à cela. Donc, on va avoir la chance d'avoir Véronique Turner qui vient du cabinet Alterway et qui porte le projet Planet Take Care qui sera là pour faire l'introduction juste après l'introduction de Thierry Keller. Ensuite, on aura une table ronde avec finalement un webinaire rond, je ne sais pas si on peut le dire, mais en tout cas un échange tous ensemble avec Valentin Bouteiller qui est donc aux commandes sur ZEI. ZEI, c'est la méthodologie d'évaluation des initiatives en faveur finalement de l'impact pour mesurer cela. Il en parlera plus précisément. Et on aura Sylvie Menezo qui, donc dans sa startup Deep Tech, une startup Deep Tech qui s'appelle Senti Photonics, va nous raconter comment ils l'ont mis en place. Donc, on aura la méthodologie, on aura comment c'est organisé et ficelé pour avoir finalement une vision un peu plus globale de ce sujet Green IT. Donc, pour faire tout ça, je l'introduisais un petit peu, c'est donc Thierry Keller, qui est directeur de publication de Ouzbek Erika, avec qui nous travaillons maintenant depuis plus d'1 an, nous sommes partenaires et avec qui nous sommes ravis de collaborer, qui va reprendre la main. Moi, je vous remercie puisqu'on est très nombreux, beaucoup d'inscrits aujourd'hui. On est déjà un peu plus de 160 et ça augmente. Donc, sur un webinaire d'une heure, un peu plus d'1 heure, ce sont des beaux chiffres. Et avant toute chose, juste pour vous laisser, c'est la deuxième édition depuis le début de l'année. La troisième, c'est dans un mois, c'est le 16 mars. On parlera du futur du tourisme, mais d'ici là, vous aurez le temps de recevoir quelques informations et invitations de notre part. Thierry, je te laisse la main. Je vous remercie à tous pour votre fidélité, puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Jonathan, et bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau totem. Alors, bon, comme Jonathan l'a rappelé, vous le savez, hein, Uzbek Erika et BPI aiment bien traiter des problématiques qui sont en lien à la fois avec les métiers et avec les grands enjeux de société. Donc, on s'est posé la question, la health tech va-t-elle sauver le système médical français? Pour info, la réponse était, je dirais plutôt non. Après avoir exploré les enjeux de la souveraineté, du cloud, on clôt aujourd'hui un triptyque consacré à la tech qui s'appelle donc, comme le dit Jonathan, le numérique peut-il être vert? Green IT, le numérique peut-il être vert? Quand on a réfléchi à cette question, on s'est dit qu'après des années d'injonction à la sacro-sainte transfo digital, est-ce qu'on ne serait pas enfin parvenu à un point où il faudrait conjuguer innovation et transition énergétique? On le voit depuis 1 an, hein, on n'a jamais autant besoin d'être connectés les uns aux autres et en même temps, jamais la part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre n'a été aussi importante. On estime, on le verra tout à l'heure, et je demanderai à nos invités de confirmer ou d'infirmer ce chiffre, mais entre 3,5 et 4% du total des émissions de gaz à effet de serre pour ce qui concerne le numérique. Alors évidemment, bien en deçà des secteurs de l'industrie, du bâtiment ou des transports, mais enfin quand même en augmentation constante. Au-delà du réchauffement, est-ce que l'utilisation de métaux rares, l'obsolescence programmée de nos outils digitaux
place le secteur de l'IT au cœur d'une dialectique nouvelle? Sans doute que oui. En fait, alors qu'il semblait la solution, est-ce que le numérique apparaît désormais comme le problème, ou en tout cas comme une partie du problème? Le numérique peut-il être vert? Peut-on être plus performant et en même temps plus responsable? C'est donc toutes ces questions auxquelles on va essayer de répondre avec donc nos invités. Jonathan, tu l'as rappelé, hein, d'abord dans un premier temps dans une conversation avec Véronique Torner, qui est cofondatrice et présidente d'Alterway, donc plus exactement ici en tant que membre du COMEX et administratrice du Syntex numérique en charge du programme numérique responsable et de l'initiative Planet Take Care. Et puis nous rejoindrons en effet pour ce webinaire rond ou cette table carrée, peu importe, en tout cas pour cette conversation au coin du feu, Valentin Bouteiller, qui est directeur de développement et impact chez Zei, et Sylvie Ménézo, fondatrice et présidente de Scintille Photonics. Bien sûr, comme vous le savez et comme il est d'usage pour vous qui êtes désormais des habitués de nos formats, dans nos totems, je vous poserai une petite question sous forme de sondage juste après notre dialogue avec Véronique. Et puis évidemment, vous-même, vous poserez vos questions. Alors, il y en a plein qui apparaissent là, hein, j'essaierai de les poser soit au fur et à mesure si je me rends compte que c'est complètement dans le sujet, soit on gardera une synthèse pour les 10 dernières minutes. Alors, je le disais, Véronique Torner, bonjour à toi, bienvenue. Eh bien, merci. Bonjour, merci pour cette invitation et merci d'avoir osé ce sujet. Ah, bah écoute, c'est un sujet qui est vraiment dans l'air de temps pour le coup. Je le disais un peu de façon provocatrice en introduction, Véronique, le numérique responsable semble être une préoccupation nouvelle. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est nouveau dans le débat? Alors, oui et non. En fait, je pense que le secteur du numérique s'est toujours soucié en fait des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Donc, c'est pas des sujets qui sont nouveaux en tant que tels. On a cité là, en fait, notre thématique d'aujourd'hui, c'est sur la partie Green IT, mais dans l'introduction, Thierry, tu parlais de numérique responsable qui couvre des sujets plus globaux que la partie environnementale. Et par exemple, si on parle d'éthique, le terme computer ethics, par exemple, il est apparu dans les années 70. Donc, ça fait un petit moment qu'on parle, par exemple, d'éthique d'informatique et puis de l'éthique du numérique. Les sujets de diversité ça fait depuis plus d'une vingtaine d'années qu'on parle des sujets de diversité dans le numérique. Il y a depuis 15 ans, j'entends parler du sujet des femmes dans le numérique. Et puis, le sujet de l'environnement n'est pas nouveau, puisque il y a 15-20 ans, il y avait déjà pas mal d'acteurs qui abordaient ce sujet-là très sérieusement avec de l'expertise. Donc, ces sujets-là autour du numérique responsable, c'est pas un débat qui est nouveau. Par contre, il y a quand même une réalité nouvelle, c'est que depuis maintenant, je dirais 4-5 ans, il y a une sorte de point d'inflexion. Ce sujet-là monte un peu plus en puissance dans les débats publics. Pourquoi? Parce que je pense qu'on arrive à une certaine maturité du numérique. Après plusieurs décennies de croissance exponentielle, on arrive à un niveau de maturité et on prend un peu de recul par rapport aux effets de bord finalement du numérique sur notre société, sur l'environnement, sur nos façons de vivre. Et donc, on prend conscience des effets de bord. Ce qui est nouveau aussi aujourd'hui, je pense, c'est cette prise de conscience collective. Il y a en quelque sorte une sorte d'alignement des planètes, des différents acteurs pour faire face à l'accélération des transformations, parce qu'on a beaucoup parlé ces dernières années de la transformation numérique, mais il y a énormément de transformations en cours, de transitions en cours, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine évidemment environnemental. Et donc, il y a une sorte d'alignement à un moment donné des planètes, des acteurs pour parler de ces sujets-là, et puis faire face à l'urgence des défis à relever, et notamment le défi climatique et environnemental. Ce qui est aussi nouveau, c'est ce regard un peu holistique sur les transitions en cours. Jusqu'à présent, on avait des visions qui étaient un petit peu segmentées. Et on est rentré, je pense, là, et notamment avec la crise, dans l'ère des convergences. Et on se rend compte que le numérique, il est un peu à la croisée en fait de toutes les transitions qui sont en cours, parce qu'il est à la fois un levier puissant pour accompagner les différents secteurs dans leur transformation. Je peux citer la santé, l'éducation, le travail, l'industrie, enfin
tous les secteurs aujourd'hui sont impactés par le numérique et le numérique est un levier puissant de transformation. Mais le numérique doit également se questionner car il est lui-même sujet à des biais, à des effets négatifs et on le voit clairement aujourd'hui sur le sujet de l'environnement. Et donc, peut-être pour conclure juste cette petite introduction, c'est pas parce que la technologie, finalement, elle n'a pas de valeur morale en soi qu'elle est inoffensive. Et elle peut induire des effets pervers, des effets de bord qui n'ont pas été anticipés, qui n'ont pas été pensés ni par le concepteur, ni par l'utilisateur. Et je pense qu'on prend conscience clairement aujourd'hui que le numérique a ce double challenge. Il est à la fois une vraie solution pour accompagner des secteurs en transformation. Barbara Pompil le disait, Thierry Bredon le disait au niveau européen, il n'y aura pas de transition écologique sans numérique. Mais par ailleurs, le numérique a une empreinte environnementale et donc il se doit d'être également, de se questionner, de se remettre en question, d'innover également pour lui-même, je dirais, même réduire son empreinte environnementale. Alors, bon, il y a peut-être eu aussi cette espèce de confusion jusqu'à il y a peu de temps, mais tu as fait référence. Il y avait cette idée, donc d'abord effectivement l'injonction, comme je le disais, à la transfo digitale des entreprises, et puis on disait aussi un peu de manière triviale, mieux vaut envoyer un mail que de faire une impression papier. Et puis en fait, on s'est rendu compte que qu'envoyer un mail, ça avait aussi un coût énergétique, un impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Et comme si finalement la tech était la solution, et il y avait derrière tout ça évidemment la fameuse expression de solutionnisme numérique, cher à notre ami Morozov. Est-ce que là on n'est pas justement en train de se dire en fait non, c'est pas comme ça que ça se passe, et que donc il y a aussi un vrai switch mental à effectuer? Alors, clairement, je pense que on prend conscience, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, que le numérique n'est pas une solution magique. On n'a pas toujours conscience, et je pense que c'est encore plus vrai dans le sujet de l'environnement. Comme le numérique est quelque chose de virtuel, c'est pas quelque chose de palpable. On voyait pas réellement cette pollution, elle n'était pas visible pour nos yeux. Maintenant, je pense qu'il y a un certain nombre de rapports qui sont sortis depuis maintenant plusieurs années qui pointent du doigt en fait qu'il y a une pollution numérique. Et on se rend compte que le numérique n'est pas une solution magique à tout, il est potion-poison. Et donc, c'est à nous de bâtir des solutions qui sont responsables en comprenant les enjeux, les défis à relever, en nous questionnant, en travaillant avec les différentes parties prenantes pour bien intégrer la problématique. Et je pense qu'il faut avoir conscience que l'équation, elle n'est pas simple à résoudre et que mesurer aujourd'hui l'empreinte environnementale du numérique est complexe. C'est pas aisé. On sait mesurer l'empreinte environnementale dans beaucoup de secteurs industriels et de manière aujourd'hui assez précise. Il y a en termes d'outils, de méthodes, des bases de données. Alors bon, quand je dis assez précise, on est toujours dans de l'extrapolation. Mais aujourd'hui, il y a quand même des trous dans la raquette de manière assez importante sur le sujet du numérique. On ne sait pas bien mesurer l'empreinte environnementale du numérique. On commence à bien savoir mesurer une empreinte carbone sur des infrastructures, mais sur les usages numériques, par exemple, on ne sait pas bien le faire. Donc, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui travaillent pour qu'on soit en capacité de savoir mesurer grâce à des outils, des méthodes, des bases de données. Donc là, on est encore sur quelque chose qui est en construction. Et ça, c'est un frein aujourd'hui pour réduire. Alors, c'est pas parce qu'on ne sait pas mesurer bien précisément qu'on ne peut pas quand même agir. On en parlera tout à l'heure. C'était la question que j'allais te poser. Je te disais que tu étais là essentiellement, on t'a invité essentiellement en tant que membre du Syntec numérique. C'est quoi le programme numérique responsable et Planète Tech Care? Alors tech, comme technologie, évidemment. Petit jeu de mots facile, mais très simple à comprendre. Qu'est-ce qu'on fait au Syntec numérique? Comment on adresse, comme on dit maintenant, cette question, et comment on embarque le monde de l'entreprise? J'imagine pas seulement le monde des entreprises IT, mais peut-être l'ensemble des entreprises. Alors, c'est très important. Au niveau de Syntec numérique, nous, on travaille depuis plusieurs années dans des écosystèmes ouverts. Donc, on essaye d'intégrer toutes les parties prenantes sur une problématique. Alors, Syntec numérique, ça fait, je ne sais pas, peut-être dire deux mots juste sur ce qu'est Syntec. Oui, bien sûr.
pas sûre que tout le monde. Alors, on est un syndicat professionnel qui est rattaché à la fédération Syntec, qui porte la convention collective Syntec. C'est peut-être ça que ça parle dans l'esprit, et qui est rattachée elle-même au MEDEF. C'est à peu près 2300 adhérents. On va retrouver dans ces adhérents un certain nombre d'acteurs qu'on dit acteurs plateformes. Vous allez retrouver des éditeurs de logiciels, des entreprises de services numériques, des sociétés de conseil en technologie et des entreprises de toute taille. Vous avez des entreprises du CAC 40, des ETI, des PME et beaucoup de startups. Donc, en tout, à peu près 2300 adhérents. Et pour donner un chiffre, c'est 90% de PME startups. D'accord. Donc, nous œuvrons depuis très longtemps, en fait, sur les thématiques du numérique responsable. On a des programmes historiques sur, par exemple, la diversité, l'handicap, les femmes dans le numérique. Depuis peu, on s'est associé à tout l'écosystème qui travaille sur ces sujets de femmes du numérique en créant une fondation sur les femmes du numérique. On travaille sur les sujets autour de l'inclusion, sur tous les programmes avec Pôle emploi sur la reconversion, sur la formation, donc l'inclusion aussi dans les territoires. Donc ça, c'est un des premiers axes du programme numérique responsable. Et puis, on a un deuxième axe qui est plutôt sur l'éthique, la confiance, où là, on va retrouver des sujets autour de l'open source, la transparence des algorithmes, aussi les sujets autour de la sécurité, l'identité numérique, et puis un troisième pilier qui est l'environnement. Il y a 10 ans, on a fait pas mal de travaux sur l'environnement, on avait publié des livres verts, et puis on a repris ce sujet en main maintenant depuis fin 2019, et on a lancé une initiative qui est ouverte sur l'écosystème, qui s'appelle Planète Tech Care. Donc, le programme est animé par Syntec Numérique, mais il fédère, en tout cas, il essaye de fédérer tout l'écosystème existant. Donc, aujourd'hui, on a une quinzaine de partenaires qui sont associés à l'initiative. Et on a un peu plus de 240 signataires. Alors, ces signataires sont des acteurs qui veulent s'engager dans la mesure et la réduction de leur empreinte environnementale. Ils sont de deux types. Vous avez des entreprises publiques ou privées, des boîtes de la tech, des boîtes qui ne sont pas de la tech et des boîtes de toute taille. Start-up, PME, ETI et très grands groupes. Et vous avez par ailleurs des acteurs qui sont de la formation qui, eux, veulent s'engager pour construire des cursus pédagogiques qui permettent de former à des compétences qui permettront d'intégrer ce sujet du numérique et environnement. Alors, vous avez des écoles plutôt techniques qui vont former des compétences techniques sur le sujet. Par exemple, demain, des chefs de projet qui comprendront la problématique d'éco-conception, des architectes qui permettront d'optimiser les architectures dans le cloud. Donc ça, c'est plutôt les écoles du numérique et d'ingénierie. Puis vous avez aussi des écoles de management qui, elles, vont plutôt former des décideurs à bien comprendre ce qu'est le sujet du numérique et environnement et que demain, dans leur grille de décision, ils pourront, parce qu'ils ont été formés ces sujets, à bien appréhender la problématique et prendre les bonnes décisions. Donc ça, ce sont les acteurs qui sont les signataires et qui se sont engagés au travers d'une charte. Vous avez les partenaires, vous avez aussi les ambassadeurs. Donc, la BPI est signataire et partenaire de Planète Tech Care. Et puis, vous avez les ambassadeurs qui sont en fait, finalement, des organisations qui ne sont pas expertes du sujet, mais qui estiment que c'est un sujet prioritaire et qui veulent faire écho à cette initiative dans leur écosystème. Voilà, donc ça, on est sur une initiative très concrète là sur le numérique et environnement. On est sur un sujet vraiment de sensibilisation pour construire une trajectoire opérationnelle pour aider en fait ces acteurs qui veulent s'engager à construire une trajectoire qui leur permette de mesurer, maîtriser et réduire leur empreinte environnementale ou former des compétences demain pour le marché du travail. Oui, d'accord. Donc, c'est quand même pas que de la sensibilisation, c'est aussi de la formation. Bon, dans toutes les histoires liées forcément aux grands enjeux écolos, il y a toujours une interrogation. Est-ce qu'il faut aller plus vite? Comment aller plus vite? Est-ce qu'on doit être dans la sensibilisation, dans l'injonction? Est-ce qu'on doit sermonner? En fait, c'est quoi la bonne tactique quand on s'adresse à un écosystème d'entreprise comme ça et quand Syntec devient un peu, excuse-moi l'expression, mais un peu une ONG et cherche à emmener et à embarquer les boîtes sur une, tu disais toi-même, sur une trajectoire. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a une bonne tactique, une bonne stratégie pour ça?
Alors déjà, je pense que c'est important de comprendre pourquoi Syntec Numérique fait ça. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est quand même ce qui est nouveau. C'est-à-dire que ça fait longtemps que nous travaillons sur tous ces sujets-là. Ce qui est nouveau, c'est que c'est un des 5 programmes stratégiques de Syntec Numérique depuis fin 2019. Donc, ça montre l'importance du sujet. Pourquoi? Parce qu'on estime d'abord que nous avons une responsabilité en tant qu'entreprise. On a une responsabilité économique, mais on a aussi une responsabilité au niveau social, sociétal et environnemental. Donc ça, c'est important. Et puis, on pense aussi, et on a une conviction là-dessus, c'est que travailler sur ces sujets-là est un facteur de compétitif, c'est un facteur d'attractivité. Et donc, les entreprises qui sauront aujourd'hui prendre ce virage sur le numérique responsable au sens large seront des entreprises demain plus performantes. Donc ça, c'est un élément important à comprendre aussi. Et donc, ce que nous on construit, on s'inscrit dans une dynamique et une démarche positive. C'est d'encourager les entreprises à bien comprendre les enjeux autour de ces sujets-là, de les saisir et de pouvoir les intégrer dans leur stratégie et mettre en place des feuilles opérationnelles très concrètes et stratégiques. Nous, on veut créer vraiment un lien sur ce sujet entre numérique responsable et business. Ça, c'est un élément important. Je ne sais pas si je répondais tout à fait à ta question. Mais ça répond à la question. Mais de toute façon, on va faire venir sur scène nos 2 autres invités. Et puis, évidemment, Véronique, tu restes avec nous pour converser. Bon, merci. Alors, comme je vous l'avais promis, le temps est venu de lancer un petit sondage qui va s'afficher. Alors, j'espère que j'ai la même chose sur mes écrans et sur le vôtre. Vous avez une vingtaine de minutes pour y répondre. Et puis, je vous demanderai à vous 3 de réagir aux résultats du sondage. Donc, pour vous, audience, cher public, un numérique responsable passe par petit a, davantage de sobriété dans les usages, petit b, des normes renforcées et plus coercitives, ou petit c, davantage d'innovation. Voilà, vous avez quelques minutes pour y répondre et on commentera ensemble les résultats. Je reçois donc maintenant Valentin et Sylvie Ménézo. Bienvenue à toi, je commence par toi. Merci Thierry. Alors, Sylvie, tu as donc fondé Scintille Photonics en novembre 2018. Alors, en 2 mots, Scintille Photonics, c'est quoi? C'est vous fabriquez des composants optiques de transmission de données. En fait, vous êtes du hardware, vous êtes les infra, quoi. C'est ça, on a les mains dans la deep tech. Donc, on est une start-up. Alors déjà, on exploite une technologie qui est issue du CEA de Grenoble. Et on développe des composants optiques qui permettent de faire les transmissions de données sur fibre optique avec des capacités de transmission à des débits de 800 gigabits par seconde. Et pour comparaison, c'est 1000 fois plus élevé que les débits qu'on peut avoir à la maison, si on a la chance d'avoir la fibre optique. Ok, on va y revenir. Merci Sylvie. Valentin, salut à toi. Bonjour à tous. Alors, chez Zei. Alors, Zei, Zéro Ecologic Impact, c'est ça? Alors non, Zei, initialement, ça s'appelait, le nom de l'entreprise, c'était Zéro Eco Impact. Eco Impact. Zei, qui est un peu plus dans l'air du temps. On dit Zei. On dit Zei et je me suis laissé dire, mais je crois par toi, que c'était aussi, il y avait un petit côté japonisant. Oui, ce que je te disais la dernière fois, c'est que la légende veut que Zei signifie en japonais renaissance ou quelque chose comme ça. Donc, ça tombait bien qu'on ait choisi ce nom-là. Carrément. Alors, au-delà du storytelling, chez Zei, on aide les entreprises à améliorer leur impact environnemental. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Zei, en fait, nous, on est une plateforme digitale qui a pour but d'aider les entreprises à progresser et à valoriser leur démarche d'impact environnemental et également sociétal. Donc, on va aussi couvrir la partie sociale et gouvernance. Okay. Et pour expliquer aussi un petit peu le contexte sur Zei et comment on a été amené à développer ce projet, et je vais rejoindre ce que disait Véronique tout à l'heure. En fait, il y a des études qui ont montré en France que les entreprises qui s'engagent dans les démarches de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, sont en moyenne 13% plus performantes économiquement que celles qui ne le font pas. Mais à l'inverse, il y a d'autres études qui ont montré qu'aujourd'hui, il y a moins d'1/4 des entreprises qui ont des démarches qui sont formalisées et des plans d'action déployés sur ces sujets-là.
Donc, nous, en fait, ce qu'on souhaite faire, c'est démocratiser vraiment le passage à l'action au travers d'un outil digital qui est très ludique et très simple à prendre en main. Et on répond notamment à 3 grands problèmes auxquels sont confrontées les entreprises, en fait, lorsqu'il s'agit de passer à l'action, qui est que premièrement, en fait, elles ne savent pas forcément quoi faire, donc c'est-à-dire quelles actions mettre en place et sur quels enjeux progresser en fonction de leur activité et de leur spécificité. Deuxièmement, elles ne savent pas comment faire, donc quelles sont aujourd'hui finalement toutes les solutions existantes sur le marché qu'elles peuvent adopter pour s'améliorer. Et troisièmement, quand elles mettent en place des actions, elles ne savent pas forcément comment les valoriser, donc les communiquer auprès de leurs prospects et de leurs clients pour en faire un vrai levier de performance. Ok, merci beaucoup, c'est très clair. Je vous invite d'ailleurs chacun à faire la démo qui est ultra limpide. Alors Sylvie, Valentin, on parlait de prise de conscience récente. Est-ce que vous souscrivez à cette observation et surtout là pendant la crise où je le disais, hein, on n'a jamais eu autant besoin d'être connecté. D'ailleurs, la preuve, nous-mêmes, on est aux 4 coins de la France et on est connecté. Et on se rend compte que finalement, c'est pas si simple. Et est-ce que vous avez vous-même, observé cette prise de conscience ultra récente là dans cette espèce de période extrêmement bizarre qu'on est en train de vivre? Peut-être Sylvie pour commencer. Oui, c'est certain qu'avec la Covid et les mesures de confinement associées, l'utilisation de l'Internet s'est fortement accélérée. Cisco a constaté une augmentation la première semaine de confinement de 15 à 20% du trafic de données aux US et en Europe. Donc, de facto, les projecteurs se sont vraiment tournés sur ces technologies. Mais en réalité, si on regarde l'impact de la crise, en fait, il est beaucoup plus faible qu'une croissance structurelle qui, depuis plusieurs années, est très, très forte. Et typiquement, en ce qui concerne le trafic de données, il est multiplié depuis plusieurs années par 2 tous les 2 ans. Donc, l'impact de la crise a certes a généré une augmentation, mais structurellement, l'augmentation est beaucoup plus forte derrière. Mais effectivement, c'est le fait d'utiliser plus ces outils dans la vie courante de la crise qui ont tourné les projecteurs sur les technologies. Ouais. Valentin, j'imagine que tu es d'accord. Et est-ce que on peut mesurer, tout à l'heure, Véronique nous disait que c'était compliqué à mesurer l'impact. Bon, on parle évidemment, il y a les équipements, il y a les infrastructures, il y a la consommation, les usages. Qu'est-ce qui est le plus générateur d'impact carbone? Alors, en fait, quand on parle du numérique, généralement, on va distinguer 3 grandes composantes. Premièrement, on a les terminaux. Donc là, ça va être tous les ordinateurs, les smartphones, les tablettes qu'on utilise au quotidien. D'ailleurs, le réseau. Donc là, c'est tous les câbles ou les antennes qui permettent le transfert des données. Et le troisième composant, c'est les data centers. Donc là, qui sont plutôt liés en fait au stockage de la donnée. Aujourd'hui, quand on prend ces 3 composants et qu'on regarde l'impact carbone, 85% est lié aux terminaux, 10% au réseau et 5% au data center. Ce qui permet un petit peu de rétablir effectivement les ordres de grandeur. Et donc ça, c'est pour la partie composants. Et si on regarde aussi sur l'analyse de cycle de vie en fait de l'usage, on va dire de manière globale, l'utilisation du numérique, généralement on distingue en fait 3 phases. La phase de production des équipements électroniques. Donc là, ça va être tout ce qui concerne l'extraction des matières premières, la fabrication ou l'acheminement jusqu'aux clients finaux. On va avoir les usages. Donc là, c'est vous et moi qui utilisez les services numériques qui sont à votre disposition. Et on a la fin de vie. Donc c'est plutôt comment sont gérés en fait ces équipements une fois qu'on ne peut plus les utiliser. Alors sur la fin de vie, c'est assez difficile de mesurer en fait les impacts parce qu'aujourd'hui, il y a peu de données qui sont disponibles. Et au niveau mondial, on estime qu'il y a à peu près, seulement 20% en fait des déchets d'équipements électroniques qui sont orientés vers des filières de recyclage. C'est-à-dire que 80% soit finissent en décharge, soit restent dans vos tiroirs. Donc, quand on prend juste la fabrication et l'usage, aujourd'hui, grosso modo, à peu près 70 à 80% des impacts sont liés à la fabrication des équipements électroniques. Ce qui veut dire que c'est vraiment le point sur lequel il faut agir. C'est là où il y a le gras à aller chercher, quoi. Hein. Oui, c'est ça, c'est exactement ça.
Et surtout qu'aujourd'hui, on voit une démultiplication des équipements qui sont mis sur le marché, qu'on utilise. Il me semble que jusqu'à d'ici 2025, on parle de 60 milliards d'équipements. Donc, c'est énorme, à savoir qu'il y a 2-3 ans, on était à une dizaine de milliards. Donc, ça évolue très, très rapidement. Alors, il y avait eu ce bouquin sorti il y a 2 ans de Guillaume Pitron sur la guerre des métaux rares qui avait commencé à pointer du doigt la responsabilité des fabricants de matériel. Et est-ce que de ce point de vue-là, j'ai le sentiment en t'écoutant que la courbe elle est forcément exponentielle et qu'il n'y a pas de corrélation entre une prise de conscience dans l'opinion publique et des pratiques. Oui, alors ça c'est tout à fait exact. Effectivement, on parle de plus en plus de prise de conscience écologique ou sur les thématiques environnementales. La réalité, c'est que même si cette prise de conscience évolue, il n'y a pas de corrélation entre cette conscience et nos impacts réels. C'est-à-dire que les générations actuelles, avec tous les équipements qui sont à notre disposition, tous les produits et services qui sont à notre disposition, on a un impact négatif sur l'environnement qui est beaucoup plus élevé que les générations précédentes et que les générations encore avant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on réfléchit à ces sujets, parce qu'en fait, aujourd'hui, le minimum requis, enfin qu'on estime est le niveau minimum de qualité de vie, en fait, est plus élevé que les générations passées, et ça va continuer à augmenter. Donc, attention à ces sujets. Alors, c'est marrant parce que donc, Sylvie, tu nous disais à l'instant que il fallait que le nombre de data qu'on transporte est là aussi en augmentation exponentielle. Et en même temps, quand tu diriges une entreprise comme la tienne, on a aussi l'injonction à faire attention à son impact. Donc, d'un côté, transporter un maximum de données en un minimum de temps, de l'autre côté, baisser la consommation. C'est comment d'être à ta place, comment on fait pour résoudre ce type d'équation impossible? Alors, Valentin l'a dit, la part dans l'usage Internet, puisqu'on parle de l'impact usage, là, la transmission de données, le networking est très faible. Tu as mentionné 10%, Valentin. Et c'est vrai, et c'est surtout grâce à des transmissions de données optiques. Je rappelle que les transmissions optiques ont déplacé petit à petit, ont remplacé les transmissions sur cuivre parce qu'elles sont beaucoup plus performantes. Elles permettent de transmettre plus de données et beaucoup plus loin. Mais aussi elles sont beaucoup plus efficaces. Et donc ça, c'était la raison d'exister sur le marché de l'optique. Donc les technologies de transmission optique ont toujours eu cette contrainte-là. Et si on regarde l'historique des transmissions optiques, les débits, par exemple, ont été multipliés par 10, alors que l'augmentation de la consommation a été limitée à un facteur 3. Donc, ça a toujours été un facteur de mérite très important pour les technologies de transmission optique. Et pour avoir ces gains, en fait, plus de performance tout en limitant la consommation, en réduisant la consommation, notre industrie des communications optiques a constamment dû, de façon incrémentale, s'améliorer, en fait. Alors parfois, il y a des grosses ruptures technologiques. On en a eu une grâce à un inventeur français qui a été l'inventeur de l'amplificateur à fibre optique, Emmanuel de Survire, et qui a permis l'Internet très haut débit avec des transmissions très longue distance. Donc parfois, il y a même des technologies disruptives qui permettent d'avoir des gains de plusieurs ordres de grandeur. Et pour positionner la technologie Scintille, voilà. En fait, le mouvement actuel des transmissions de données, on est en train toute l'industrie se met en marche pour gagner un facteur 10, voire un facteur 100. En éliminant encore plus la transmission électrique qui n'est pas efficace, et donc en rapprochant de plus en plus la transmission optique des composants, enfin des terminaux comme le disait Valentin, puisqu'il y a les terminaux, le data center, et entre les deux la transmission de données. Et donc en limitant la transmission électrique et en maximisant la transmission optique, on arrive encore à gagner des gains. Donc Okay. Notre technologie permet de rapprocher, d'éliminer petit à petit les transmissions électriques. À ce stade, je suis obligé de vous poser une question qui revient beaucoup, et en particulier depuis le clavier de Sarah Guesset,
qui nous demande pourriez-vous nous donner vos sources pour tous ces données chiffrées? Et en fait, c'est vrai que ça rejoint un peu la question initiale. Est-ce qu'il y a quelque part un endroit, indépendamment de plusieurs études en silo, où on trouve l'ensemble des chiffres à propos de notre consommation digitale? Alors, il y a une ressource en France qui est assez connue et reconnue, c'est le blog Green IT. Green IT qui communique des informations régulières sur ces sujets-là. Et moi, je conseille aussi d'aller voir un petit peu ce qui se fait du côté du Shift Project, qui a réalisé une étude très intéressante sur le numérique et l'évolution du numérique dans les années à venir et l'impact du coup du numérique. Donc le Shift Project, qui est un cabinet d'études, un think tank, ouais. Un think tank. C'est Carbon 4 qui est la partie cabinet d'études, mais Shift Project, c'est le think tank. En fait, il y a plusieurs aujourd'hui organisations, associations, think tanks qui travaillent sur ces sujets-là. Pour une grande partie aujourd'hui, ils sont dans l'initiative Planet Tech Care. Vous avez bien évidemment quand même une organisation qui est publique, qui est l'ADEME, qui publie aussi pas mal d'informations sur ces sujets-là. Vous avez, on l'a cité, The Shift Project, qui est très sur la dimension empreinte carbone. Ils sont sur l'énergie. Vous avez l'INR, l'Institut du numérique responsable, qui a tout un volet sur la partie en fait environnementale, mais qui touche aussi à des problématiques sur la RSE plus globale. Vous avez, on l'a cité, le Green IT. Vous avez l'AGIT, qui est l'Alliance pour le Green IT. Et puis, vous avez plein d'écosystèmes régionaux qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, ce qu'on essaye de faire, nous, avec Planet Tech Care, c'est à un moment donné être ce hub qui permet, pour ceux qui se posent ces questions, ou trouver de l'information, et ben, ils se connectent sur Planet Tech Care et ils ont accès, en fait, à tous les écosystèmes qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, ils vont trouver, en fait, je dirais, toutes les informations, toutes les études. Et ce qu'on essaye de faire ensemble avec les partenaires, parce que c'est bien d'essayer de fédérer, de créer un hub où retrouver ces informations, c'est aussi ensemble créer des communs pour, à un moment donné, une meilleure lisibilité pour les acteurs qui veulent s'engager, à un moment qui disent, mais quel outil utiliser, quelle méthode pour mesurer. Et donc, notre objectif à Planet Tech Care, ça va être, à un moment donné, de créer des communs en open source et en open data, toujours pour faciliter le chemin de ceux qui veulent s'engager et avoir le maximum d'impact. Donc, créer ces communs ensemble. Et donc, on y travaille là activement. Et je pense que rapidement, sous un horizon de quelques mois, on pourra produire ces premiers communs ensemble. Donc, on aura des chiffres qui seront un petit peu plus uniformes et homogènes parce que c'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup d'études, beaucoup de chiffres. Pour quelqu'un qui n'est pas un expert du sujet, parfois, c'est pas toujours simple de raccorder en fait. D'ailleurs, clairement, c'est là-dessus que porte un grand nombre de questions. Alors moi, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de questions. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Donc, je fais des petites incises. C'est les aléas du direct, mais c'est aussi très bien comme ça. On a une audience extrêmement réactive. Valentin, Claire Mihil nous pose la question suivante. Quand tu donnes les chiffres sur l'empreinte des terminaux, des réseaux et des data centers, est-ce que tu fais référence à l'empreinte de l'e-waste, ou de la consommation énergétique? Alors là, les chiffres que j'ai donnés, c'était principalement de l'empreinte du carbone. Parce qu'en fait, effectivement, quand on regarde les impacts environnementaux qui sont liés au numérique, généralement, on va distinguer plusieurs choses. On va avoir d'un côté le carbone, d'un côté l'eau, l'énergie, etc. Aujourd'hui, on va dire l'étalon de référence, le plus souvent, qui revient le plus souvent, c'est le carbone. Donc là, j'ai donné les chiffres carbone, mais ils peuvent être différents en fonction du type d'impact que l'on regarde. Donc effectivement, il faut consulter différentes sources pour aller voir l'impact sur chaque élément. Je pense que ce sera bien à la fin qu'on mette tous les liens vers tous les sites dont vous parlez, parce que je crois que l'enjeu sur le diagnostic est vraiment très fort. Alors, j'ai une question subsidiaire à propos, évidemment, c'était obligé que ça arrive, autour de la 5G. Quel est l'impact potentiel de la 5G, nous demande Nicolas Cosset. Est-ce que la 5G est éco-responsable? J'imagine que pour Nicolas, la réponse est contenue dans la question, mais je vous lance cette question à tous et toutes. Il n'y a pas eu d'études aujourd'hui sur en fait l'impact environnemental au global en fait, hein, entre bénéfices et impact négatif. On n'a pas aujourd'hui ces études-là qui nous permettent en fait
de savoir précisément en fait quel est l'impact aujourd'hui de la 5G. Ça a à la fois des éléments très positifs parce qu'on est sur aujourd'hui des outils qui consomment moins d'énergie, mais évidemment, on va devoir construire des nouvelles antennes qui ont, elles, un impact, je dirais, environnemental. Bon, aujourd'hui, honnêtement, je ne crois pas que quelqu'un puisse apporter cette réponse. Pour ma part, j'ai fait en 2019 l'IHEST. Donc, j'ai suivi une formation qui s'appelle l'Institut des hautes études de sciences et technologies, et durant laquelle mes camarades, moi je travaillais sur un autre sujet, mais eux ont travaillé sur l'impact de la 5G. Et aujourd'hui, on ne peut pas répondre précisément à cette question. En tout cas, il y a une question il faudrait mener des études pour savoir précisément quel sera, au bout du bout, l'impact environnemental de la 5G. Sylvie, peut-être je vais me tourner vers toi. Alors, pas parce que tu es du côté de Grenoble et qu'il y a une phrase célèbre, en tout cas restée célèbre, du maire de Grenoble autour de la pratique de la 5G que la pudeur m'interdit de dire ici publiquement. Mais est-ce que sur la 5G, tu as un élément de réponse? Et puis derrière, j'aurais une question un peu subsidiaire sur l'impact écologique d'une rencontre d'un webinaire comme le nôtre aujourd'hui. Oui, sur la 5G, je pense que tout sera lié à l'usage responsable de ce qu'on en fait. J'ai pas j'ai pas d'expertise pour. C'est vraiment un sujet global, vaste, mais je suis convaincue qu'avec un usage responsable, il y aura des gains certains. Et sur l'impact carbone d'une rencontre comme la nôtre, si on avait vu qu'on est aux quatre coins de la France, si on avait dû tous se retrouver à Paris, est-ce qu'on aurait eu en train, évidemment, pas en voiture ou en avion, est-ce que on peut faire une sorte de comparaison entre notre impact carbone in real life ou notre impact carbone ici, par écran interposé, et j'ajouterais peut-être Valentin pourra nous en parler aussi, avec ou sans caméra, évidemment. Oui. Donc c'est une question dure parce que nos experts. C'est pour ça que je te la pose. Oui, je vais faire une réponse d'ingénieur. Non, mais nos experts le disent. Il y a énormément de sources avec des fourchettes assez élevées dans les réponses. Pour les réponses, je vais essayer de répondre comparativement. Donc, par exemple, pour un individu, typiquement moi qui suis à Grenoble, si j'avais dû prendre le train pour vous voir en vrai, avoir la chance de vous voir en vrai, ça aurait coûté 30 kg d'équivalent CO2, référence l'ADEME, ou d'ailleurs non, la SNCF. Donc à raison de 25 grammes équivalent CO2 par kilomètre. Donc 30 kg. Maintenant, si on a la vidéo il faut à peu près 1 mégaoctet de débit. Ça dure 1 heure. La partie de la consommation liée à la transmission de données est vraiment faible. Et comme le disait Valentin, c'est le terminal et le data center c'est les deux extrémités qui vont consommer, mais je pense que le bilan restera vraiment très favorable. Et en tout cas, je pense, alors je parle sous contrôle des experts, mais on sera de l'ordre au max de quelques kilogrammes, donc un bilan positif par rapport à un déplacement en train pour une personne. Voilà. Si maintenant vous êtes sur Paris et que vous prenez le métro pour aller à la conf, ce sera sans doute différent, mais je m'en remets à Valentin. Est-ce que tu es d'accord avec ce calcul? Il n'y a pas photo. En fait, il n'y a pas photo parce qu'il faut toujours effectivement comparer la situation où on est maintenant en visio et la situation qui aurait été celle si on s'était rencontrés. C'est-à-dire que si on s'était rencontrés, on se serait tous déplacés probablement sur Paris. Les 200 personnes qui nous regardent en visio se seraient également déplacées sur Paris. On aurait probablement été dans un centre de conférence ou une salle qui consomme de l'énergie. Il y aurait peut-être eu un cocktail, un buffet et tout le monde serait ensuite reparti chez soi. Donc, il n'y a clairement pas photo. Le fait d'être en visioconférence a nettement moins d'impact que d'être en réel. J'aime bien l'idée du cocktail qui nous manque un petit peu, il faut être honnête. Véronique, il y a quand même un vrai sujet dans
dans cette affaire. Clairement, personne, je pense, peut raisonnablement affirmer que le numérique va disparaître. Et donc, on a un peu l'impression qu'à mesure qu'on innove, on trouve des solutions. C'est ce que nous disait Sylvie il y a un instant. On ne cesse de trouver des solutions et en même temps, nos usages ne cessent d'augmenter. Est-ce qu'on est là confronté à l'équation typique du progrès, c'est-à-dire un peu comme disait Michel Serres, à chaque fois qu'on trouve une solution, on crée un nouveau problème. Quand on est dans une position comme la tienne, à la fois en tant que dans le monde de l'entreprise et aussi dans le monde des entreprises et de la sensibilisation aux entreprises, est-ce qu'on n'a pas le sentiment de vider la mer avec une petite cuillère? Non, je crois pas. En fait, je crois qu'il faut voir les choses de manière très pragmatique. À un moment donné, clairement aujourd'hui, on prend conscience que le numérique a une empreinte environnementale. On commence à pouvoir chiffrer. Dans le périmètre actuel, on sait que la consommation énergétique du numérique, par exemple, elle progresse de 9% par an. On voit bien en fait que il y a une progression importante et qu'aujourd'hui on est à 3-4% en fait des émissions de gaz à effet de serre mondiaux. Donc c'est un petit peu supérieur par exemple au transport aérien, mais qu'avec cette courbe de croissance, on pourrait rapidement atteindre des paliers importants. Mais ça c'est à situation d'aujourd'hui. Moi je crois beaucoup à l'innovation. Je crois beaucoup également à la sensibilisation sur les enjeux environnementaux et que les entreprises vont faire des efforts pour maîtriser et réduire leur empreinte environnementale là où il y a du gras. Et puis en parallèle, il y a l'innovation qui va permettre en fait de faire des progrès, de permettre de peut-être pour des usages aujourd'hui qui sont très consommateurs d'énergie, qui ont une empreinte forte, demain pour le même usage, qui auront une empreinte beaucoup plus faible. Donc à ta question qui est de dire en fait, on a de plus en plus de numérique et donc est-ce que on va avoir, je dirais, une empreinte qui est exponentielle? Je pense que c'est difficile d'y répondre. La seule, c'est si on ne fait rien, oui, il y aura un vrai problème. Mais comme aujourd'hui nous mobilisons, je crois qu'il y a une vraie mobilisation, et je le disais en introduction, qui est politique, qui est au niveau des entreprises, au niveau du monde associatif, au niveau des citoyens. Il y a une vraie mobilisation qui fait que on va faire bouger des lignes. Dans l'urgence environnementale, on a une urgence d'agenda. Et c'est sur ça qu'il faut travailler fortement pour voir si on peut être au rendez-vous, notamment des objectifs des accords de Paris. Alors, on va évidemment essayer de terminer notre webinaire autour de tous les leviers et des solutions. Il y a néanmoins une question qui est assez intrigante. Est-ce que ces initiatives dont on parle ne sont que françaises? Alors évidemment, on a coutume de dire que la France est un pays moteur dans les prises de conscience, qu'on a peut-être une opinion publique un peu plus conscientisée sur les enjeux de tech. On se prend beaucoup la tête en France sur la technologie, les technophiles, les technophobes et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut faire état d'initiatives à l'international autour d'un numérique responsable? Je vous pose la question à tous les trois, peut-être aussi à toi, d'abord à toi Véronique. Écoute, oui, je pense que heureusement, il n'y a pas qu'en France, en fait, il y a une prise de conscience et des initiatives. Il y en a à l'échelle européenne, à l'échelle internationale. Ce qui est sûr, c'est que je pense que le marché français aujourd'hui est très dynamique. L'écosystème est très dynamique. Il y a beaucoup d'acteurs, on le voit au niveau des régions. Donc, c'est certainement comme à une époque, moi je viens du marché de l'open source, et le marché de l'open source était aussi très dynamique, très porteur. Je pense qu'on peut faire une analogie entre ce marché aujourd'hui, cet écosystème de l'open source et cet écosystème du numérique responsable. Mais je vais peut-être laisser Valentin qui connaît peut-être des initiatives sur de la notation d'entreprise. Et ça, il y en a à l'échelle internationale, il y en a beaucoup. Alors oui, en fait, des initiatives, il y en a principalement dans les pays qui sont quand même développés. Donc les pays de l'OCDE, que ce soit l'Union européenne ou l'Amérique du Nord, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'outils digitaux qui proposent des solutions qui permettent de progresser ou alors sur les thématiques environnementales de manière globale ou qui permettent de réduire l'impact du numérique. Mais effectivement, c'est très localisé, mais après, c'est aussi lié aux impacts réels. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'impact en Europe et en Amérique du Nord, par exemple, que dans les pays qui sont en voie de développement liés au numérique. Donc oui, il y a beaucoup d'initiatives. Par contre, en France, c'est vrai qu'il y a un écosystème, notamment d'innovation, de startups qui se lancent sur ces sujets,
qui est assez impressionnant. Moi, je trouve, nous, on a la chance d'être au milieu de cet écosystème et on voit quasiment tous les mois de nouvelles solutions émerger qui vont venir proposer quelque chose de nouveau. Et ça, je pense que c'est assez finalement spécifique à la France parce qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de forces qui sont en train de se mettre en marche pour justement pousser ces solutions. Et c'est tant mieux. Après, à nous de suffisamment pousser le sujet, d'être un peu exemplaire pour que ce soit repris ailleurs, et notamment au niveau européen, mais peut-être encore plus loin derrière. Je vais rester avec toi et derrière, je vais demander à chacun de répondre, de réagir aux réponses du sondage. Alors, clairement, je m'y attendais pas. Pouvoir numérique responsable passe par, et donc à 51%, par davantage de sobriété dans les usages, et ensuite à égalité 24-25 des normes renforcées et davantage d'innovation. Valentin, quand tu entends le mot sobriété, tu as plutôt un sourire ou tu te dis non, c'est bien. Plutôt... C'est bien, l'audience a raison. Le peuple a raison, le peuple a parlé. Après, ça dépend. En fait, il faut voir ce qu'on met derrière sobriété. C'est-à-dire, sobriété, est-ce que la sobriété, c'est je réduis mes usages? Vous voyez, c'est un peu le parallèle. Est-ce que pour réduire mon impact environnemental, je ferme le robinet de la douche par rapport à quelque chose qui aurait potentiellement le plus d'impact? Donc, ça dépend en fait de ce qu'on met derrière sobriété. Si sobriété, c'est effectivement, je réfléchis à mon besoin réel au sujet du numérique, c'est en termes d'équipement, en termes de consommation de données, et que j'essaye de le réduire, effectivement, c'est la première chose que l'on peut faire. Véronique parlait à l'instant de Carbone 4. Carbone 4, d'après une étude, nous dit qu'en gros, 3/4 de l'effort est collectif, 1/4 individuel. Est-ce que c'est ça que tu veux aussi nous dire? Et si c'est un effort collectif, est-ce qu'on n'a pas tendance à se défausser vers les décideurs, les politiques, les regroupements d'entreprises, puisque finalement mon usage individuel a peu d'impact. Valentin? Ah, pardon, excuse-moi, je croyais que c'était... Ah, pardon, non, oui. Je réponds, Véronique? Ouais, je veux bien que tu répondes sur la question du collectif et de l'individuel, parce que tu sembles dire qu'en gros, les petites solutions... Alors, quand on parle de ces sujets d'environnement, en fait, il n'y a pas vraiment de petites solutions. C'est-à-dire que concrètement, si on veut atteindre les objectifs qui ont été définis par les accords de Paris, c'est-à-dire en gros d'y réduire de 80% notre impact carbone d'ici 2050, toutes les actions vont être importantes. Par contre, effectivement, il y a des études comme ça qui sont très intéressantes qui montrent que l'effort aujourd'hui, les 3/4, c'est collectif, c'est-à-dire que ça vient principalement en fait du politique et des entreprises. Et moi, je pense qu'effectivement, face à ces sujets, en fait, on a une responsabilité qui est partagée, mais par contre, pas avec le même niveau. Alors aujourd'hui, il y a des choses qui sont très intéressantes qui ont été faites justement récemment, et je vous invite à aller voir. Il y a un projet de loi, par exemple, qui a été voté au Sénat sur l'empreinte environnementale du numérique. Il y a de très très bonnes propositions. Après, la question, c'est toujours de savoir est-ce que c'est suffisamment ambitieux ou pas pour atteindre les objectifs. On peut toujours s'interroger. Il y a toujours des personnes qui vont être plus partisanes de quelque chose de plus radical, d'autres qui vont vouloir en faire le moins possible. Mais bon, ça va dans le bon sens. Donc, c'est quand même effectivement une bonne chose. Véronique, évidemment, la question que j'avais posée, elle était un peu brutale. Est-ce qu'il y a une opposition entre innovation et sobriété? Si je t'écoute, on va plutôt du côté de l'innovation. Le mot sobriété sonne un petit peu décroissance. C'est pas très synthétique tout ça, quoi. Non, mais je suis un peu comme Valentin. Qu'est-ce qu'on met derrière sobriété? Je pense que si on est en fait sur l'idée de la décroissance sur tous les sujets, non, je pense que ce ne sera pas ma vision, ce ne sera pas celle du Syntec numérique. Je pense qu'il y a un bon mix à faire entre sobriété, avoir des comportements qui sont responsables et parfois savoir que tel usage n'est pas indispensable, on peut faire autrement et c'est une bonne chose. Je pense que l'analogie qui était donnée sur je coupe le robinet quand je suis pas sous ma douche. Bon, je pense que cette analogie, on pourrait, je dirais, facilement donner plein d'exemples
dans le contexte du numérique. Mais je ne crois pas qu'il faille développer une idée, diaboliser le numérique et se dire qu'il faut arrêter d'innover, de développer le numérique. Je pense que, si on regarde des domaines qui sont assez importants comme la santé, on n'arrivera pas à réaliser les transformations en cours dans le domaine de la santé sans numérique. On ne réglera pas le problème des soignants sans numérique. Et si on regarde sur le sujet de l'éducation, c'est un sujet majeur. Il y a besoin de numérique pour transformer le monde de l'éducation, et notamment sur des thématiques qui sont importantes autour de l'inclusion. Et puis, si on regarde sur le travail, on n'aurait jamais pu, en fait, organiser notre travail sans numérique dans cette crise sanitaire. Donc, je crois que le sujet, c'est qu'il ne faut pas diaboliser le numérique, il faut juste avoir conscience qu'il y a des biais, il y a des effets de bord, et qu'à un moment donné, nous devons travailler pour lutter contre ces biais, ces effets de bord. Il y en a sur l'empreinte sociale, il y en a sur l'éthique, il y en a sur l'environnement. Voilà. Voilà. Je crois que c'est le mot sobriété peut générer des fois des messages de décroissance. Bon, je ne crois pas que ça soit la vraie solution pour demain. Sylvie, une petite réaction au sondage? Ouais, alors moi je suis en phase à 100% avec avec l'audience. C'est vrai que, mais par contre par sobriété, je pense que j'entends plus la prise de conscience de l'impact lié à l'usage. C'est vrai que quand on ouvre le robinet, on voit tout de suite l'impact, il y a de l'eau qui coule et voilà. Quand on écrit un mail, on a du mal à voir que derrière, il y a des infrastructures, du matériel. On pense à l'Internet, ça reste un nuage, d'ailleurs, on l'appelle le cloud, quoi. Mais derrière, il y a du matériel qui a un impact de fabrication, d'usage, etc. Et au moins comprendre, prendre conscience de l'impact de tel ou tel acte, de tel ou tel usage, c'est déjà la première, c'est ce que j'appelle sobriété. Après, ça permet tellement de choses, cet Internet que oui, il n'y a pas photo, c'est nécessaire, c'est devenu. Et puis c'est pareil. Enfin, je voudrais rajouter une petite pointe de vécu. On est tous quasiment en télétravail et c'est vrai qu'après, si on est obsédé par la sobriété, on utilise un outil numérique. Si on coupe, si on coupe tout, on coupe aussi l'humain. Donc, il faut garder une part aussi d'humain dans l'usage de cet outil, mais tout en ayant conscience de l'impact de son usage. Voilà. Surtout s'il n'y a pas de cocktail à la fin des webinaires. Et là, en plus, là, c'est un problème. Sylvie, je reste avec toi 2 secondes. Alors, on déborde un peu, mais il y a énormément de questions et on va clore assez vite. Et tant mieux qu'il y ait beaucoup de questions. Et à l'avance, je voudrais vous présenter 2 excuses pour ne pas avoir le temps de toutes les prendre. Sylvie, qu'est-ce qui, dans ton domaine, fait avancer les choses? Est-ce que c'est la prise de conscience de l'opinion publique? Est-ce que c'est des normes de plus en plus renforcées? Est-ce que c'est l'écosystème avec lequel tu interagis? Ou c'est ta propre conscience en tant qu'individu, citoyenne, entrepreneur? C'est tout ça à la fois. Les lois françaises, européennes, j'imagine que vous êtes soumis à énormément de contraintes. Ouais, c'est tout ça à la fois en fait, et ça dépend de la phase de vie, le cycle de vie. Il y a d'abord la phase de pré-usage, c'est la fabrication, et là c'est surtout les régulations qui sont impactantes sur l'activité. Donc, il y a toujours eu des régulations. Elles se durcissent au fur et à mesure qu'on prend conscience de l'impact de l'usage des matériaux rares, etc. Donc, ça, c'est… et puis aussi, ces régulations se durcissent aussi sous l'impact d'une prise de conscience générale. C'est des mouvements globaux. Après, pendant la phase de vie, c'est surtout les clients parce que la consommation, ça impacte directement leur activité. Donc, les clients ont un rôle fort dans la phase de vie. Et puis, en tant que
en troisième phase, c'est-à-dire après la vie, la durée de vie d'un produit impacte énormément son impact. Et comme dans notre secteur, en fait, les choses s'accélèrent très très vite. Les produits deviennent obsolescents très très vite. Et donc l'important c'est de leur trouver une deuxième vie. Et ça, c'est tout à fait possible parce qu'il y a des applications qui n'ont pas besoin d'autant de débit. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important. Et puis, donc là, j'ai un peu dérivé sur la partie deuxième vie. Et pour finir de répondre à la question, je pense que, enfin, à titre de start-up, on constate que les investisseurs aussi deviennent vraiment exigeants un peu plus regardants, dans les activités de start-up et demandent des comptes. Donc ça a un impact bénéfique. Voilà. Et enfin pour finir, il y a aussi une grosse, les subventions en fait qui maintenant demandent, sont toujours délivrées avec sous condition d'avoir un impact positif. Donc ça c'est quasi systématique maintenant pour la partie subvention. Voilà. Je vois Valentin qui opine du chef. Mais malheureusement, on va malheureusement être obligé de conclure maintenant. 18h01, on a dépassé d'1 minute le couvre-feu. Mais heureusement, nous sommes chez nous devant nos écrans, donc tout va bien. Non, mais je pense il faudrait peut-être 3 à 4 séances comme celle-ci pour faire le tour du sujet. Il y avait 1000 questions que je voulais vous poser. Il y a encore 1000 autres questions que le public avait envie de vous poser. Mais clairement, je pense qu'on a. Moi, si j'ai quelque chose à retenir, je dirais peut-être qu'on va dans le bon sens et que la prise de conscience a commencé à enclencher peut-être des mécanismes. Véronique parlait de points d'inflexion dans la crise et je pense que c'est peut-être ça qu'il faut retenir. Ce webinaire sera disponible évidemment en replay. Je voudrais vous remercier chaleureusement tous les trois. Je crois que, en tout cas, moi qui suis un utilisateur novice en la matière, j'ai un petit peu mieux, voire beaucoup mieux compris les tenants, les aboutissants d'un sujet comme le nôtre. Je voudrais remercier aussi Claire du Bois-Louveau et Marie Dudicourt de BPI France, Jonathan évidemment, Florie de Bayeux d'Uzbek Erika et je vous rappelle qu'on se retrouve donc le 16 mars prochain pour un nouvel épisode de nos totems donc consacré au futur du tourisme ou au tourisme du futur, ça dépend de comment on l'envisage. Merci auprès de 200 et quelques personnes qui nous ont suivis jusqu'à cette heure tardive. Merci encore Valentin, Véronique, Sylvie. C'était un plaisir d'être avec vous, vraiment, sincèrement. Bon courage pour la suite de vos activités. On va continuer à vous suivre. Et puis, merci encore à toutes et à tous. Et bonne soirée. Merci. Salut. Bonne soirée. Merci. Au revoir.